Je me rappelle d'une patiente. C'était dans la première maison où j'ai travaillé. J'étais sur le poste d'infirmière et donc on avait une unité fermée pour les patients présentant donc des troubles cognitifs. Et on avait cette dame donc qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Euh, Elle présentait des gros troubles du langage. Elle avait vraiment beaucoup de mal à s'exprimer. Elle avait l'autonomie de la marche. Elle déambulait beaucoup dans l'unité. Et c'est une dame qui avait vraiment, donc avec ses troubles du langage, elle avait beaucoup de mal à s'exprimer. Et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle gardait quand même la spontanéité de venir vers nous. Elle n'arrivait pas à exprimer, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et alors, si on n'arrivait pas, si on n'arrivait pas à trouver, si on n'arrivait pas à canaliser ça, elle pouvait vraiment devenir très agressive et avec vraiment des agitations très importantes. Enfin, les chaises pouvaient vraiment voler dans l'unité. On avait trouvé en équipe, en général, quand on voyait qu'elle commençait, que la tension commençait à monter, on, on l'emmenait dans sa chambre et elle avait beaucoup d'objets personnels et elle avait beaucoup de photos d'elle, de ses enfants, des albums et puis beaucoup de photos accrochées au mur. Et donc un jour, donc cette dame commence à s'énerver. J'étais infirmière, donc je l'accompagne à sa chambre. Je dis venez, on va aller regarder les photos, on va prendre un petit peu de temps. Et je lui montre une photo d'elle qui était au mur et qui la représentait elle et sa fille au bord de la plage à l'époque où elle était pas encore malade. Et la patiente, elle s'est désignée sur la photo et elle m'a dit, elle est morte. Ça m'a glacé le sang. Ça m'a vraiment glacé le sang parce que je me suis dit, mais finalement, enfin, je pense que c'est vraiment là. Ça a été un point déterminant pour moi parce que je me suis dit, mais comment cette femme qui, pourtant, voilà, moi je vois les maladies, je vois les symptômes, je vois ses incapacités, elle est capable de se reconnaître sur une photo et de dire, tu vois la personne que j'ai été là, eh ben elle est morte, elle n'existe plus quoi. Ah, ça m'a vraiment et à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment fait comprendre que bah au-delà de la maladie, il y aurait toujours la personne, elle était toujours là, différente, mais on ne pourra jamais savoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. On essaye de comprendre, mais on n'est pas, enfin, on pourra jamais vraiment précisément comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps et qu'il faudra toujours, en fait, continuer à regarder la personne qui a derrière la maladie. Je pense que c'est vraiment le point essentiel de la prise en charge de ces personnes, ne pas les sous-estimer et continuer à voir la personne qu'elles sont et qu'elles ont été.
Bonjour, je m'appelle Marie, je suis infirmière. Depuis un peu plus de 13 ans, dès le début de ma carrière, en fait, j'ai vraiment souhaité travailler auprès des personnes âgées. C'était vraiment un choix pour moi, parce que c'était la discipline dans laquelle je me suis toujours le plus retrouvée, et particulièrement en maison de retraite. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'enseigne auprès des professionnels de santé, mais aussi des futurs professionnels. Les personnes souffrant de troubles cognitifs ont toujours fait partie de mon quotidien professionnel. Et même si aujourd'hui je ne suis plus sur le terrain à leur contact, j'essaie de sensibiliser les professionnels et futurs professionnels à la particularité de la prise en soin de ces patients. J'ai souhaité témoigner car il me semble qu'il y a encore vraiment beaucoup à faire, que ces troubles sont encore mal connus, même si on entend beaucoup parler dans les médias. Je crois qu'il est important de pouvoir en parler autrement qu'au travers des noms de pathologies ou des symptômes, de pouvoir écouter les patients, écouter leurs proches, car ce sont eux qui en parlent le mieux, et pour que nous aussi, professionnels, en fait, nous puissions continuer également à en parler, échanger autour de nos expériences, pour continuer à faire évoluer notre regard et aussi peut-être faire avancer et améliorer nos pratiques. Pour moi, la maladie d'Alzheimer, il me semble que c'est une maladie qui fait perdre le sens des choses, le sens de qui on est, le sens de qui nous entoure, de ceux qui nous entourent. Je crois qu'il faut s'imaginer un petit peu se retrouver dans un endroit où tout nous semblerait inconnu, où on ne reconnaîtrait plus rien, ni les lieux, ni les personnes, et même parfois même pas notre propre reflet dans le miroir. Euh, Souvent, enfin, c'est une image que j'aime bien utiliser. En tout cas, moi, je sais que parfois ça m'arrive quand on part en vacances et le premier matin, quand on se réveille, on ouvre un œil et puis il y a un petit quart de seconde où on reconnaît pas là où on est, on sait pas ce qu'on fait là et il y a ce petit moment très angoissant, on se demande, voilà, on est où? Où sont les enfants? Qu'est-ce qu'on fait là? Et puis très rapidement, bien évidemment, on se dit, ah oui, c'est bon, ça y est, je suis en vacances, les enfants sont à côté, tout va bien, je bosse pas. Et voilà, et la journée se passe. Mais il me semble que eh bien, la maladie d'Alzheimer, ce serait ce quart de seconde très très angoissant, mais qui au lieu de durer ce quart de seconde, ce laps de temps très très court, eh bien, il va durer de plus en plus longtemps et il va prendre de plus en plus de temps dans le quotidien des malades. Je ne sais vraiment pas. Je sais pas. Après, c'est une idée vraiment, vraiment personnelle, mais est-ce que ça pourrait être le résultat de trop de stress, trop d'angoisse, une façon pour le cerveau de déconnecter d'un réel qui serait devenu intolérable ou impossible à gérer? Un blackout, finalement, de la machine et peut-être. Mais vraiment, je sais pas. Il me semble qu'en fait, eh bien, pour les patients, absolument tout devient difficile à gérer. Des choses qui font partie de notre quotidien, que nous exécutons sans même nous rendre compte finalement de la complexité et des mécanismes intellectuels et moteurs qu'ils demandent, comme tout simplement se brosser les dents ou se servir d'une fourchette pour manger. Tous ces petits gestes qui, pour nous paraissent si anodins, eh bien, ils sont loin de l'être et tout ça devient vraiment extrêmement difficile pour les personnes souffrant de cette maladie. Mais
au-delà de ces petits gestes, enfin ces petits gestes, non, faut pas dire petits finalement, de tous ces gestes qui font partie de notre quotidien, je crois que ce qu'il y a de plus difficile, c'est l'incapacité à communiquer, l'incapacité à parler. Je crois qu'il faut tout simplement imaginer que euh, bien ils se retrouvent dans un environnement qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre, et que en plus d'être dans un environnement qui bah, bien sûr par la force des choses se retrouve très très angoissant, eh bien vous êtes dans l'incapacité eh bien d'aller voir les personnes qui vous entourent pour leur exprimer vos peurs, vos angoisses, demander de l'aide. Et je pense que c'est ça finalement qui est le plus difficile, de pas pouvoir tout simplement aller voir les gens qu'on a autour de soi et puis leur demander bah, de nous aider à comprendre ce qui se passe. Et puis, bah, c'est aussi dur pour nous, hein. Je pense que la difficulté, elle est aussi pour nous, les soignants, mais aussi les personnes, les proches, les aidants qui vivent avec une personne malade. Parce que, en fait, c'est justement ça, en fait. Il va vraiment falloir qu'on essaye de les comprendre. Il va falloir savoir écouter, déchiffrer les comportements, les mots, les sons, essayer d'aller en fait au-delà des symptômes de la maladie, au-delà des comportements, et puis eh bien essayer de trouver, faire preuve d'inventivité, d'imagination, réinventer finalement un moyen de communiquer et de tisser un nouveau lien. Et finalement, ben, il est là, c'est très paradoxal parce que il va falloir que quelque part nous redonnions du sens à des comportements, des attitudes, des gestes, des sons, des cris qui, à première vue, n'en ont pas. Mais je crois que vraiment, enfin, en tout cas pour moi, la solution, enfin pas la solution parce qu'il y en a pas une, il y en a plusieurs, mais je crois que c'est vraiment, vraiment important de savoir écouter, de savoir essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et pas juste se limiter à se dire, ben, s'il est agité ou s'il déambule, eh ben, ça fait partie de la maladie, c'est normal, c'est un symptôme. Je pense qu'il faut vraiment toujours aller chercher derrière, ok, il déambule, ok, le patient est agressif, ok, il est en refus de soins, mais pourquoi il est en refus de soins? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à déambuler? Pourquoi est-ce qu'il paraît effrayé? Et je pense que c'est justement en essayant de comprendre qu'on arrive à trouver véritablement des moyens et des solutions pour arriver à communiquer avec les malades. Et d'un point de vue institutionnel, bien évidemment, bah, c'est aussi tout à fait difficile parce que, bien évidemment, ça demande du temps, mais surtout de la disponibilité. Et je crois aussi une volonté profonde et commune d'essayer de faire les choses différemment. J'ai toujours travaillé en institution, donc voilà, il y a vraiment des très très belles choses et des très beaux projets qui naissent en institution. Mais parfois, en fait, le cadre lui-même, la collectivité, eh bien, empêche cette disponibilité, cette souplesse qui serait vraiment nécessaire pour mettre en place, pardon, pour respecter au mieux et le plus possible le rythme et les besoins de ces patients. Je crois que ce qui peut et ce qui aide le plus, c'est voilà dans la relation et dans les soins qu'on peut donner à ces patients. Mais encore une fois, c'est essayer de les comprendre. Euh, mais vraiment essayer de comprendre finalement ce qu'ils vivent. Encore une fois, essayer d'aller voir derrière le symptôme ce qui se passe. On peut prendre par exemple le cas du refus de soins. Le refus de soins, par exemple, au niveau des soins, de la toilette, des soins au corps, qui sont souvent un moment de tension pour ces personnes et un moment de tension pour le patient, mais aussi pour le soignant. Enfin, c'est souvent très très compliqué. Mais je crois que si on essaye juste 2 secondes de réfléchir un petit peu à ce que ces personnes vivent au moment de ces soins-là, je crois que ben, il faut s'imaginer encore une fois être dans un environnement qu'on ne comprend pas, un environnement qu'on ne connaît pas, des lieux qu'on ne connaît pas.
on est entouré de personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît plus parce que ça peut aussi être des proches qui, voilà, qui faisaient partie de notre vie mais que malheureusement à cause de la maladie on ne reconnaît plus. Et voilà, est-ce que moi, si j'étais dans cette situation-là, dans un endroit que je connais pas, entouré de personnes que je ne connais pas, je laisserais ces personnes me toucher, me déshabiller, m'aider pour des soins qui sont quand même très très intimes. Je crois que à partir du moment où on a compris ça, où on a pris conscience de ça, eh bien ça nous aide en tant que soignants, eh bien d'aller au-delà de ça, d'essayer de comprendre, de prendre conscience de ce qu'on peut par notre présence et par la et de par l'environnement générer chez le patient et du coup essayer de trouver des solutions pour que cette angoisse, cette inquiétude qu'il éprouve et qui l'empêche de rentrer réellement en relation et en contact avec moi, eh bien puisse se faire. Et il y a d'autres exemples. Je pense souvent aussi, c'est des cas qu'on rencontre très fréquemment, surtout chez les dames qui, au bout d'un moment dans le service, commencent à s'agiter. Et pour celles qui ont encore la parole, souvent elles viennent vous voir et elles vous disent il est 4 heures, j'ai mes enfants qui m'attendent à l'école, il faut absolument que j'aille les chercher. Alors, bien évidemment, la dame elle a 80 ans, ses enfants sont grands, mais il faut bien se dire que c'est sa réalité à elle. Vraiment, elle est convaincue, elle est persuadée que ses gosses sont en train de l'attendre à la sortie de l'école et qu'il n'y a pas, il faut qu'elle aille les chercher. Je veux dire, moi qui suis maman, je veux dire, vous m'enfermez dans un endroit et vous m'empêchez de faire ce que j'ai à faire et encore en plus si j'ai peur ou j'ai l'impression que mes enfants sont en danger, mais je casse tout. Bien sûr que je casse tout. Et du coup, quand on essaye justement de redonner du sens à tout ça, quand on essaye de comprendre, de se mettre à la place des gens pour essayer de comprendre ce qu'ils vivent, les émotions qui les traversent, voilà, je crois que c'est vraiment là qu'on peut trouver des solutions. Après, c'est extrêmement difficile, c'est vraiment très très difficile et il n'y a pas une solution, il y a des solutions et ça demande vraiment une prise de recul et une patience infinie. Et c'est un travail du quotidien parce que ce qui a marché hier bah, marchera pas forcément demain, ni même après-demain. Et il faut toujours se réinventer, mais vraiment pouvoir recentrer, pouvoir mettre les troubles, pouvoir mettre les comportements, les symptômes au centre de la prise en charge pour pouvoir se demander mais pourquoi, tout simplement, pourquoi à ce moment-là, dans cette situation-là, le patient s'est mis à être agité, le patient s'est mis voilà, à déambuler, à être agressif. Et ensemble, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière individuelle, c'est pour ça que les proches qui sont à domicile, ils ont vraiment, vraiment besoin d'aide. Mais en institution, qu'on puisse vraiment s'asseoir autour d'une table et se dire, bah voilà, il s'est passé ça et pourquoi, etc. Et ensemble, réinventer les prises en charge, réinventer les prises en soins pour qu'on soit plus efficace et que ces gens surtout, c'est pas une question d'efficacité, hein, en fait, c'est pas ça, c'est que on puisse améliorer le quotidien de ces personnes. Il me semble que on peut et qu'on même si et je l'entends hein, parce que c'est des discours que j'ai souvent entendus, que c'est difficile de vivre avec, comment on peut faire pour continuer à vivre en sachant qu'on a la maladie. Voilà, j'entends souvent ces discours et je pense que voilà, il faut les entendre et essayer de les comprendre. Mais de mon point de vue et de mon expérience professionnelle, et on peut vivre avec la maladie et même si effectivement c'est pareil, c'est des discours que j'ai souvent entendus. Voilà, pourquoi faire ci, pourquoi passer du temps à monter une activité ou un atelier alors que finalement, eh bien un quart d'heure après, il aura oublié ce qu'on a fait.
et ben en fait on s'en fiche, ça n'a aucune importance parce que ces 5 minutes, ces 10 minutes qu'on aura vraiment passé avec la personne, ce temps qu'on aura, pendant lequel elle nous aura permis de l'approcher, d'être réellement en lien, en relation avec elle, eh bien c'est hyper important, c'est vraiment, c'est essentiel. Ces personnes-là, je crois que par-dessus tout, elles ont besoin de garder le lien, besoin d'avoir des personnes qui, de par leurs gestes, de par leur posture, de par leur positionnement vis-à-vis d'elles, eh bien, leur font comprendre qu'on est profondément avec elles. Je, je, il y a quelque chose, enfin, dans l'intention du geste. Je veux dire, quand on leur prend la main, quand on pose la main sur leur épaule ou sur le visage, dans ce qu'on met dans notre relation avec ces personnes-là, je pense que c'est vraiment essentiel et que c'est justement dans ce lien qu'il est très important de préserver, qu'on peut continuer à vivre avec cette personne parce qu'encore une fois, au-delà de la maladie, eh ben, il y a surtout une personne et qu'on continue à vivre non pas avec la maladie, mais on continue à vivre avec ces personnes, avec les proches. Et c'est autour de cette idée-là qu'il faut construire cette nouvelle relation. Je crois que on pourra jamais finalement et précisément ce que les patients pensent, vivent, ressentent. Voilà, on se fie à des diagnostics, à des imageries, à des tests de capacité cognitive, mais on ne peut pas, et je pense que c'est vraiment important de prendre vraiment conscience de ça, on ne peut pas et on ne pourra jamais vraiment savoir et comprendre finalement ce qui se passe réellement dans leur tête et dans leur cœur, quoi. Et je, je crois que justement, si on doit en faire quelque chose de constructif et de créateur, eh bien, c'est à nous d'innover, à nous d'essayer de les aider à trouver finalement une nouvelle façon d'être au monde. Parce que bah, enfin, la société, nos structures, et même nous, hein, je pense que nous aussi, en tant que soignants, souvent, je veux dire, on leur demande tellement, on leur demande d'être, de continuer à s'intégrer dans une réalité qui est la nôtre, hein, qui fait nos vies, mais qui ne correspond plus du tout, finalement, à leur façon, à eux, de voir le monde. Et que je crois que, justement, si on doit en faire quelque chose de constructif, quelque chose voilà, de nouveau, c'est d'essayer de construire cette nouvelle réalité, ce nouveau monde qui, au lieu de leur demander en permanence de s'adapter à ce que nous on vit, eh bien, je pense que c'est plutôt à nous d'essayer de construire quelque chose qui leur soit le plus adapté possible, qu'on soit vraiment et réellement à l'écoute de leurs besoins, qu'on puisse construire quelque chose dans lequel ils puissent se sentir bien, dans lequel ils puissent évoluer sans que nous, on soit tout le temps et en permanence bah voilà, en train de les stimuler, de les solliciter, parce qu'il faut faire le soin le matin à 8 heures, parce qu'il faut manger avec des couverts. Et ben non, en fait, on s'en fiche de ça. Il faudrait que ce soit, faudrait qu'on arrive justement à se lâcher prise, de dire, ben, on s'en fout, il veut manger avec les doigts, il mange avec les doigts, il veut faire la toilette à minuit, il fait la toilette à minuit. Mais c'est très difficile, hein, je veux dire, le but c'est pas de dire il y a qu'un faucon parce qu'il faut aussi avoir conscience d'une certaine réalité. Mais quoi qu'il en soit, je crois que quelque part cette maladie, eh bien, elle nous permet d'avoir cette vision un petit peu plus large, de nous aider à avoir cette vision plus large pour qu'on essaye de réfléchir et vraiment de penser les choses différemment et que c'est vraiment comme ça qu'on arrivera à adapter et à comprendre les besoins de ces patients.
Je pense que le regard social, enfin en tout cas, il me semble que ce qu'on peut voir de la maladie d'Alzheimer, c'est celle qu'on peut voir dans les médias. Alors, elle fait peur, la maladie d'Alzheimer, parce que finalement, on ne voit que des personnes bien qui perdent la mémoire, qui savent plus où ils sont, qui reconnaissent plus leurs proches. Et bah oui, bien entendu, ça fait peur, et c'est normal que ça fasse peur. Mais je crois que c'est justement pour ça que c'est important d'en parler différemment, de pouvoir dire que, eh bien, il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à vivre, et qu'il y a vraiment quelque chose à créer, un lien particulier, des soins à réinventer pour que, pour que cette maladie, et puis surtout pour que les gens qu'il y a derrière, que ce soit encore une fois les malades ou les proches, eh bien, on puisse aussi les voir autrement, qu'on puisse voir l'humain derrière la maladie. Et puis, il me semble aussi qu'il y a quelque chose qui est très marquant et qui est aussi, enfin, je trouve très présent, notamment dans les services, c'est que, alors, non seulement il faut pas oublier la personne qui est derrière la maladie, mais il me semble aussi qu'il faut pas oublier que la maladie d'Alzheimer, eh bien, elle n'a jamais empêché personne d'avoir mal aux dents, d'avoir mal à la tête, de pas être bien dans sa peau, d'être triste, et que finalement, ces personnes-là, elles savent pas nous le dire. Nous, quand on a mal au crâne, on va dans la pharmacie, on prend un Doliprane, ou les patients qui ont encore la capacité de s'exprimer, ils sonnent, ils appellent l'infirmière, ils disent j'ai mal à la tête, on donne un traitement et ça passe. Sauf que ces personnes-là, elles ont plus la capacité de nous dire ce qui va ou ce qui va pas, de nous exprimer leur mal-être. Et le seul moyen qui leur reste, c'est le comportement, c'est de se replier sur soi, c'est ou au contraire de s'agiter, d'être agressif. Et si on n'essaye pas de réfléchir justement les choses un petit peu différemment, eh bien on se dit ah bah oui, il est agressif, c'est normal, il a la maladie d'Alzheimer, ça fait partie de la maladie. Et au lieu de chercher, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette agressivité, malheureusement, on a des patients qui se retrouvent avec voilà, des anxiolytiques, des neuroleptiques, et on va traiter le trouble du comportement au lieu de chercher la cause du trouble du comportement, et donc éventuellement pouvoir traiter la cause du trouble du comportement si jamais effectivement on identifie la cause. Et je me rappelle d'une dame, voilà, dans une des résidences où j'ai travaillé, elle criait, elle gémissait, et mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bon, bah oui, finalement, cette dame, elle s'est retrouvée avec des médicaments pour essayer de la calmer et puis de faire en sorte qu'elle ne crie plus. Et puis, je sais plus comment ni à quelle occasion, mais voilà, on s'est posé la question de se dire, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce que ça pourrait être autre chose? On a cherché un petit peu et on a posé l'hypothèse, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'elle a mal quelque part. On a exploré un petit peu, et puis bon, c'est vrai que la dame avait un état bucco-dentaire quand même assez déplorable. Et parce que, voilà, les soins dentaires, c'est aussi très compliqué. Et donc, on a fait ce qu'il fallait, on a quand même essayé malgré tout d'apporter un minimum de soins. Voilà, et cette dame, elle a arrêté de crier. Et cette dame, son comportement s'est amélioré et ça a été beaucoup plus facile de rentrer voilà, en relation, en communication avec elle. Et voilà, c'était pas plus compliqué qu'un mal de dents et que des caries. Donc voilà, ça peut pas tout expliquer, je pense qu'on peut pas se limiter à ça. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de la réflexion et le temps de se dire c'est quoi leurs besoins, de quoi ils ont besoin et comment je peux faire pour accéder à, à ce besoin. Il me semble aussi il y a quelque chose de très persistant, alors là pour le coup qui est pas forcément en lien avec la maladie d'Alzheimer, mais plus avec le personnel et les soignants qui au quotidien s'occupent de ces personnes. Et il me semble que voilà, le personnel qui travaille en EHPAD ou de manière un petit peu plus générale en géronto, souffre un petit peu d'un manque de considération parce que
voilà, on fait pas de la réa ou on fait pas de la chirurgie, on n'est pas sur des services qui sont dits techniques, alors que non, pas du tout. Alors certes, on n'a pas la même technique, mais on a une technique aussi de dingue parce que justement réussir à comprendre ces personnes, réussir à déployer des trésors d'inventivité, d'imagination, de patience pour essayer encore une fois de répondre au mieux aux besoins de ces patients eh ben, il faut vraiment faire preuve d'une très grande technicité et vraiment d'un très grand professionnalisme. Donc, je trouve que ce serait bien aussi de, voilà, quelque part revaloriser et se dire aussi que les personnes, les infirmières, les aides-soignants, enfin, le personnel qui travaille auprès de la personne âgée a vraiment des compétences et des compétences qui valent autant que les compétences d'autres professionnels sur des services qu'on pourrait dire un peu plus aigus, quoi. Oui, bien sûr qu'il faut continuer d'en parler, c'est même essentiel. Je pense vraiment il faut permettre aux proches et aux malades de s'exprimer, aux professionnels. Nous devons vraiment continuer d'essayer de trouver ensemble des solutions pour que le quotidien des malades et de leurs proches s'améliore. Continuer entre professionnels à se poser des questions, les bonnes questions sur nos pratiques, et peut-être aussi, mais comme je le disais tout à l'heure, finalement, essayer d'avoir cette vision plus large, plus souple, essayer de redéfinir quelque chose, et bien qui soit le plus adapté, parce que voilà, j'ai l'impression parfois qu'il y a voilà qu'il y a une espèce de carquois voilà dans nos structures, dans notre façon de concevoir le soin, et que des fois, ben, je me dis qu'il faudrait simplement la faire voler en éclats, recentrer le patient, ses besoins, et de se dire, bon, bah, allez, maintenant, on pose de nouveaux objectifs et on y va ensemble, on se pose, voilà, et on essaye de redéfinir ce que c'est que le soin, mettre l'humain au centre de tout ça, et voilà, et c'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à en parler, mais continuer à en parler d'une manière peut-être un peu différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Je crois que la maladie d'Alzheimer, ben, elle nous apprend justement à être profondément humain, à aller chercher en nous et en l'autre cette humanité ben, qui nous unit parce que je crois que c'est comme ça, c'est voilà, on arrive à vivre, on arrive à s'occuper des gens quand on est profondément connecté à leur humanité et que nous, dans notre relation à l'autre, on est profondément incarné dans ce qu'on fait et dans l'intention qu'on donne et dans l'écoute qu'on donne à l'autre. Moi, vraiment, hein, humainement, personnellement, professionnellement, je crois vraiment que les situations de soins, les relations, les liens que j'ai pu tisser avec les personnes souffrant de cette maladie, ben, c'était les plus sincères, oui, les plus humains, et que, en tout cas, moi, ça m'a apporté ça dans ma pratique professionnelle, d'apprendre à être vraiment connecté à l'autre, d'arrêter de faire semblant, de s'occuper de ce qu'on pense ou etc. Que quand on est dans cette relation de soins, eh bien, on n'a pas le choix, on peut pas faire semblant, on peut pas s'occuper des on-dit ou de tout ça. On doit être là, profondément à l'écoute de l'autre, de ses besoins, de ses désirs et, et essayer ben, voilà, d'y répondre le mieux possible. J'ai eu l'occasion, sur une des premières résidences où j'ai travaillé, avec une collègue psychomotricienne, d'organiser une sortie au musée pour les résidents souffrant donc de troubles cognitifs. Honnêtement, c'était vraiment pas gagné, hein.
il y a vraiment pas beaucoup de gens qui croyaient à notre projet et beaucoup nous demandaient quel pouvait être l'intérêt d'emmener ce type de patient au musée. Voilà, mais non, on a tenu bon et on s'est accroché à notre projet et à nos idées. Et on a donc accompagné un petit groupe de patients dans une partie du musée en fait où il y avait des reproductions sculptures. C'était une galerie qui était qui est à la base donc proposée aux personnes avec des déficiences visuelles. Et donc comme c'est des reproductions, on peut les toucher, on peut toucher les sculptures. Et à cette époque, le thème de la galerie, c'était les animaux symboles de pouvoir. Alors, il y avait des chevaux, il y avait des têtes de lion, il y avait des aigles, etc., des petits, des grands, il y en avait un petit peu partout. Et l'intérêt, c'était vraiment que les résidents, ils puissent les toucher, qu'ils puissent, voilà, retrouver avec leurs mains, voilà, un petit peu ce qu'ils avaient perdu. Et c'était vraiment magique. Et c'était vraiment magique parce que grâce au toucher, justement, ces personnes, voilà, ils ont commencé à toucher les têtes de lion, les pattes des chevaux. Et on avait vraiment l'impression qu'au travers de leurs mains, eh bien, ils retrouvaient le sens des choses qu'ils avaient perdues. Et, euh, et c'était génial. On a vraiment passé un moment de vrai bonheur et de vrai partage parce qu'on a vu les gens, on a vu leur sourire, on les a vus s'illuminer et et pourtant voilà au début on dit oui mais voilà ça va être compliqué. Il y avait tout un tas de prétextes voilà les transports et puis la foule ça va les agiter, ça va ils vont pas comprendre où ils sont etc. Et finalement, ça s'est très très bien passé. On a su, voilà, on a su organiser le truc et ça s'est très bien passé. Et alors, fallait pas que ça dure des heures, mais c'était vraiment un moment génial. Et les gens étaient tellement contents, les patients étaient tellement contents, les patients et puis les soignantes aussi, parce que voilà, on avait des aides-soignantes avec nous. Et je me rappelle d'une qui m'a dit, mais en fait, Marie, j'aurais jamais cru que ce patient aurait été capable de me dire ça, que ça aurait été possible. Je me suis dit, oh là là, ça va être galère. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et, euh, et voilà, et je trouve que qu'il faut continuer encore une fois à proposer des choses différentes, continuer à être à leur écoute, surtout pas les sous-estimer, surtout pas partir du principe que comme ils ont la maladie, ils peuvent plus rien vivre, ils peuvent plus rien ressentir, ou que de toute façon ça vaut pas le coup parce qu'ils vont oublier. C'est pas grave, c'est pas vrai. Je veux dire, tous ces moments partagés, tout ça, ça vaut le coup et c'est magnifique. C'est vraiment des moments de vie, des moments humains, voilà, vraiment d'une extraordinaire beauté et qui vaut vraiment la peine d'être vécu.